Le confinement, ni stratégie, ni complot, mais panique et entêtement. 17 mars, 10 mai 2020. Jusqu'au bout, notre guerre aura été une guerre de vieilles gens ou de forts anthèmes, engoncés dans les erreurs d'une histoire comprise à rebours. Une guerre toute pénétrée par l'odeur de moisi qu'exhale l'école, le bureau d'état-major du temps de paix ou la caserne. Marc Bloch, L'étrange défaite. De la Chine aux États-Unis, la plupart des gouvernements ont commencé par s'enferrer dans le déni. En Chine d'abord, le pouvoir central a commencé par punir le médecin de Wuhan, lanceur d'alerte, mort quelques jours plus tard du Covid-19. En Europe ensuite, la plupart des gouvernements ont privilégié les exigences de la mondialisation sur toute autre considération. Dans un monde fondé sur l'accélération des flux, il semblait inimaginable d'entraver la circulation des biens et des personnes. Et quand les frontières ont été fermées par des adversaires affichés de la mondialisation comme Donald Trump, le virus a été laissé à lui-même à l'intérieur du territoire, s'attaquant mortellement aux plus pauvres et aux plus vulnérables. Ici comme là, il semblait impensable de s'en prendre à l'économie. Néolibéraux mondialistes et ultralibéraux nationalistes se sont au moins retrouvés sur un point. Il fallait laisser faire ce virus, soit parce qu'il n'était pas si grave, une simple grippette, et notre système sanitaire était prêt, soit parce qu'il n'éliminait que les faibles et qu'il épargnait les plus forts. Jusqu'au 6 mars 2020, Emmanuel Macron, lui aussi, a nié la réalité du problème. Ce jour-là, mettant en scène une sortie au théâtre avec son épouse, il a insisté sur la nécessité de ne rien changer à nos habitudes de vie. Moins d'une semaine plus tard, il décidera pourtant de fermer toutes les écoles, 12 mars, puis tous les cafés et les restaurants, 14 mars, et finalement tout le pays, 17 mars. Comment comprendre un revirement aussi spectaculaire ? L'erreur ici serait de chercher un plan ou une stratégie. En essayant de reconstituer un puissant complot, on prêterait beaucoup de rationalité à un pouvoir qui, en la circonstance, a été singulièrement dépourvu. À l'opposé de l'intelligence tactique, il fallait plutôt aller chercher du côté de la peur, qui est souvent le mobile principal des grandes défaites. Ce gouvernement qui va se mettre à gouverner systématiquement par la peur à compter de cette date a été lui-même, à partir de là, et de bout en bout, gouverné par la peur. Par la peur panique du virus, bien sûr, mais aussi par celle de la révolte sociale. On peut imaginer que les prédictions vertigineuses de l'Imperial College de Londres ont pesé dans la décision. Mais d'autres gouvernements à travers le monde ont résisté aux conclusions de Niels Ferguson et de son équipe, qui conduisaient à discréditer toute autre politique que celle du confinement, et qui furent discutées dès le départ par une partie du monde scientifique. Le vrai mobile de la décision fut probablement ailleurs. Affrontant depuis plusieurs mois la colère de l'hôpital, Emmanuel Macron s'est trouvé confronté à la réalisation spectaculaire d'une autre prédiction, celle qu'on lisait depuis des mois sur les banderoles des manifestants. L'État compte ses sous, on comptera les morts. La seule perspective de voir, sur les chaînes d'information en continu, des hôpitaux complètement débordés, puis comme en Italie, une accumulation de cercueils aux portes des villes aurait valu comme un réquisitoire, et elle a tétanisé le pouvoir. Voulant déjouer tout risque de procès et toute flambée de la colère, il a alors décidé de frapper très fort, optant pour un confinement total et de longue durée. Mesure d'enfermement qui n'a nullement empêché, bien au contraire, l'hécatombe invisible de milliers de résidents dans les EHPAD et la dégradation silencieuse de l'état de santé de milliers de malades, Covid ou non Covid, enjoints par le gouvernement à rester chez eux. À cette première peur s'en est ajoutée une autre, celle de devoir affronter un mouvement de panique de la population.
Pendant une longue semaine, le gouvernement a dissimulé les décisions qu'il avait prises. Faisant le choix d'une annonce par palier, il a voulu préparer les esprits en douceur, laissant s'organiser les plus agiles et les mieux lotis. Tous les autres, qui sentaient que quelque chose de grave se préparait, s'en remirent aux rumeurs et aux réseaux sociaux pour essayer de deviner la suite. À tous les étages, c'est la défiance qui s'est alors installée, comme le mode de relation principal entre les gouvernants et les gouvernés, défiance instaurée par les gouvernants eux-mêmes, pourtant si prompt à l'imputer aux citoyens. Le contrat tacite des Lumières, fondé sur une rationalité partagée, se trouvait dorénavant rompu. La vieille tendance des néolibéraux à faire la leçon à une population jugée inapte et à lui asséner la pédagogie des réformes cédait la place à une infantilisation générale de tous les actes de la vie, publique et privée. Au nom de la bienfaisance et de la bienveillance, et en instaurant un régime d'exception, le président pouvait dès lors s'ériger comme le tuteur de toute la population. En lieu et place d'une communauté de citoyens, nous étions revenus au stade pastoral du troupeau, celui dont il s'était justement agi de sortir avec les Lumières. Dégradés au rang de mineurs, incapables de maîtriser nos penchants, la totalité de nos comportements devenait à partir de là suspect d'indiscipline, elle-même responsable des fameux clusters. Le pouvoir opérait lui-même le tri entre les bonnes activités, aller au travail, prendre les transports en commun, faire ses achats, voter le 15 mars pour les municipales, manifester le 18 octobre contre l'horreur islamiste, et les mauvaises, suspectes de contamination, aller à l'université, manifester dans la rue pour des causes non validées par le pouvoir, se rassembler en famille ou entre amis, se marier, enterrer ses morts. En dehors de tout contrôle démocratique, le pouvoir politique devenait, pour une durée indéfinie, l'instaurateur du grand partage entre l'essentiel et l'inessentiel. Ainsi s'opérait dès les premières heures une spectaculaire inversion des responsabilités. Alors que les citoyens étaient les victimes d'une politique qui avait désarmé le système sanitaire, le gouvernement a versé la charge en l'imputant aux citoyens eux-mêmes, c'est-à-dire aux victimes non consentantes de ces décisions, déclinant un agenda qui n'avait jamais été affiché comme tel dans les programmes électoraux. Cette inversion des rôles, le préfet l'allemand allait finir par la résumer de la manière la plus brutale, en inventant une corrélation très claire entre la courbe des hospitalisations et l'indiscipline des Français. La preuve, poursuivait-il, dans son raisonnement épidémiologique fantaisiste, tous ceux qui affluaient aujourd'hui aux urgences étaient ceux qui se promenaient quelques jours plus tôt dans les parcs et les jardins. Or, si rien n'a obéi ici à un plan préalable, et moins encore à un complot, tout n'a pas relevé de l'improvisation. La décision du confinement, si elle fut largement liée à une panique des élites, a aussi révélé la conception profonde que le pouvoir se faisait du démos, et dont les premiers germes se trouvaient déjà chez les théoriciens de la démocratie libérale des siècles précédents. Ce qu'il s'agissait d'éviter, c'était que la démocratie soit abandonnée à ses instincts sauvages, et qu'elle grandisse comme ces enfants privés de soins paternels qui s'élèvent d'eux-mêmes dans les rues de nos villes et qui ne connaissent de la société que ses vices et ses misères. Le motif d'inquiétude n'était pas uniquement moral, il était aussi épistémique. Ignorante et aveugle, la démocratie devait avouer son inexpérience et s'en remettre aux sachants, c'est-à-dire ici aux dirigeants. Instruire la démocratie, substituer peu à peu la science des affaires à son inexpérience, la connaissance de ses vrais intérêts à ses aveugles instincts, tel est le premier des devoirs imposés de nos jours à ceux qui dirigent la société. Pendant toute la crise, les dirigeants ont ainsi affiché leurs prétentions au savoir. Migrant brutalement des prétendues lois de l'économie vers celles des épidémies, leur savoir a repris un mode de fabrication déjà éprouvé dans le domaine de l'expertise économique.
Il s'est fabriqué au jour le jour, en hybridant quelques données médicales parcellaires, courbes et recommandations, et de nouvelles techniques de gouvernement, nées de la rencontre entre les neurosciences et l'économie comportementale, celle de la théorie du nudge ou du coup de pouce, méthode de gouvernement par l'incitation douce, montant en puissance depuis les années 2000. C'est cette vision de l'action publique qui a été chargée par l'Élysée, en toute discrétion, de gouverner la crise à travers la création de 2 nudge units. L'une déjà mise en place dès mars 2018 au sein de la direction interministérielle de la transformation publique. L'autre créée dans l'urgence le 17 mars pour imposer la décision inouïe, inimaginable quelques jours plus tôt pour les dirigeants eux-mêmes, d'un confinement de toute la population. C'est elle notamment qui a conçu l'attestation dérogatoire de déplacement. Elle l'a faite en suivant des principes anthropologiques douteux qui n'ont jamais été discutés dans l'espace public et qui méritent pour cette raison même qu'on s'y arrête. L'histoire de cette anthropologie plonge ses racines dans un nouveau libéralisme autoritaire qui remonte aux années 30 et qui opère une rupture majeure avec le libéralisme classique. Car si les anciens libéraux déniaient déjà toute rationalité au démos, ils croyaient en revanche, dur comme fer, à celle de l'individu égoïste. C'est sur ce postulat, en effet, celui d'un homo economicus, calculant au mieux ses bénéfices et ses risques, qu'ils édifièrent leur croyance en la nécessité de laisser faire les interactions spontanées de la société civile et du marché, et de limiter en conséquence le pouvoir du gouvernement. Or, à partir des années 1930, les libéraux eux-mêmes furent obligés de constater, avec la Grande Dépression, les dégâts économiques produits par leur propre fiction. S'inspirant de la psychologie évolutionniste, ils en déduisirent une anthropologie nouvelle, marquant une rupture complète avec l'optimisme d'Adam Smith, celle d'une espèce humaine inadaptée, affectée de mauvais penchants et toujours en retard sur les événements. Contre les anciens libéraux, ils défendirent dès lors le retour d'un État fort, chargé de fabriquer le consentement des populations à une échelle industrielle en vue de les conduire, de préférence en douceur et avec leur accord, dans la bonne direction. Conception qui triompha lors du colloque Lippmann de 1938, marquant la date de naissance officielle du néolibéralisme. À la lumière de ce rappel, on réalise que l'économie comportementale n'invente rien de vraiment nouveau. Dans leur célèbre ouvrage de 2008 sur le nudge, Richard Thaler et Cass Sunstein se contentent de moderniser cette conception à la fois douce et autoritaire de l'action publique qui remonte en réalité aux années 1930. En lui ajoutant un vernis pseudo-scientifique inspiré des neurosciences, ils défendent exactement le même postulat, celui d'une espèce humaine lestée de biais cognitifs et incapable de choix rationnels. Mais ce faisant, ils offriront à l'entêtement du pouvoir dans le même programme une sorte de caution scientifique. Car pour ces nouveaux économistes, en effet, c'est toujours la déficience épistémique des populations, et jamais celle des pouvoirs dominants, qui est censée expliquer le basculement dans un monde de crise permanente. Plutôt que de s'interroger sur l'organisation économique et sociale qui à chaque fois conduit à ces crises, l'économie doit se faire comportementale, c'est-à-dire qu'elle doit viser la transformation des comportements individuels, présentés comme seuls responsables de la situation. Ce faisant, ces nouvelles sciences de l'action publique ont conforté, hors de tout débat public, l'inversion des responsabilités que, dans la panique, le gouvernement essayait d'imposer aux citoyens. La peur s'est alliée ici à un faux savoir, profondément enraciné dans les plus hautes sphères du pouvoir. Au même moment, toute critique des manipulations du savoir par le pouvoir allait être immédiatement accusée de complotisme,
au mépris des cris d'alarme des plus grandes revues scientifiques elles-mêmes sur des grossières manipulations scientifiques présentées en pandémie comme désormais légitimes. Ces mécanismes insidieux contribuèrent à installer dans la conversation scientifique une véritable chape de plomb et cette atmosphère d'étrange défaite, condamnant à se taire beaucoup de ceux qui pourtant savaient et qui préférèrent se confiner en attendant de jours meilleurs. Dans les médias, on laissa aux provocateurs habituels, ultra-réactionnaires ou libertaires, le soin de défendre les libertés de l'individu contre la dictature sanitaire, histoire de dire qu'on était encore en démocratie. Mais l'essentiel était sauf. Entre personnes civiques et éduquées, échangeant dans l'espace public, la conversation politique sur la crise sanitaire était désormais suspendue. Dans ces nouvelles techniques de gouvernement recourant au nudging, les suggestions les plus efficaces furent celles infraconscientes qui permettaient de fabriquer à l'avance le consentement, rebaptisé en contexte sanitaire l'acceptabilité sociale des consignes. Au lieu de recueillir la volonté générale des citoyens et au lieu de contribuer à sa formation en intensifiant le débat public, s'appliqua, avec l'aide de l'industrie médiatique, à construire une vaste manufacture du consentement. Dès le mois de mars, on assista ainsi à la fabrication industrielle d'un nouveau lexique, reprenant la technique des nudges, celle d'une modification des comportements par la modulation des environnements. Cette nouvelle langue était chargée de conditionner intimement nos façons de penser, en dessinant à l'avance nos architectures de choix. En implémentant cette langue nouvelle dans nos propres manières de parler, qui allait opposer de manière binaire la distanciation sociale et le relâchement, les gestes barrières et les clusters, la confiance et la défiance, le civisme et le rassurisme, et en redessinant à travers elle l'opposition manichéenne entre le règne du bien et celui du mal, le même arbre de décision allait insidieusement s'implanter dans les esprits, imposant une adhésion immédiate aux consignes et désactivant tout examen critique, public et privé, par les consciences. Dès le départ, le malaise d'une partie des citoyens se fit sentir, qui s'estimèrent infantilisés, mais l'on en resta au plan de la psychologie et l'on ne dit pas suffisamment ce que signifiait dans l'histoire politique de notre République un tel basculement. On oublia de remarquer qu'Emmanuel Macron avait fait une nouvelle fois le choix, 2 ans après l'affaire Benalla, de rompre avec toutes les institutions républicaines chargées d'assurer notre sécurité en cas de crise sanitaire et qu'il avait imposé à leur place d'obscurs groupuscules mêlant les pseudosciences du nudging aux faux savoirs des cabinets de consulting qui gangrénaient de longue date les hautes sphères du pouvoir. Dès les premiers jours de la crise, le président de la République fit en effet ce choix inouï de commencer par écarter tous les dispositifs nationaux de santé publique. Le plan pandémie, Santé publique France, le Haut Conseil de la santé publique, la Haute Autorité de santé, la Conférence nationale de santé, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, eux-mêmes irrigués par un savoir universitaire inscrit dans les échanges scientifiques internationaux, et d'imposer à leur place, hors de tout cadre réglementaire existant, une succession de conseils dépourvus de toute légitimité institutionnelle. Les nudge units donc, mais aussi 2 organes successifs constitués à sa main. D'abord le Conseil scientifique, créé le 10 mars, puis le CARE, Comité, Analyse, Recherche et Expertise, créé le 23 mars, auquel allait s'ajouter un détournement inédit du Conseil de défense militaire, chargé d'établir dans le secret les plans conditionnant l'intégralité de nos vies pour une durée indéterminée. Les consignes produites par ces conseils quittaient en même temps que le domaine de la République la sphère du droit. Fabriquées sans fondement rationnel explicite,
Il suffisait qu'elle soit proférée à la radio par un ministre ou qu'elle figure dans le mail d'un chef de service pour qu'elle s'impose dans les esprits comme la règle et pour que le respect de la lettre de la loi soit suspendu. Arbitraires dans leur mode de fabrication, elles devenaient aussi massivement inégalitaires. Une fois le port du masque devenu obligatoire, les personnages publics purent continuer à s'en exempter, en même temps qu'ils dérogeaient quotidiennement au confinement. Ainsi, de ces chefs de service hospitaliers qui traversèrent constamment Paris pour se rendre sur les plateaux de télévision et pour nous répéter qu'il fallait à tout prix rester chez nous. Ou encore de Roselyne Bachelot, qui arborait un magnifique sourire sous son rouge à lèvres pour nous asséner toujours le même message « Restez chez vous ». Et portez donc le masque en toutes circonstances. Les gros plans des caméras sur ces corps déconfinés et ces visages démasqués, nous faisant la leçon, étaient pourtant cruels. Mais rien, dans le débat public, ne leur fut opposé. Au nom de quoi ces individus pouvaient-ils s'excepter du masque et du confinement ? On eut beau réfléchir, on ne voyait pas en quoi ces conversations à bâtons rompus pouvaient être jugées plus essentielles que nos discussions de comptoir, nos dîners entre amis, nos réunions de travail, nos assemblées générales et nos colloques, ou les cours de nos écoles et de nos universités, tous suspendus ou plus exactement congelés sur Zoom pour raisons sanitaires. On se sentit humilié et profondément blessé, mais personne ne prit la parole pour le dire. Pendant ce temps, à l'hôpital, une autre inversion s'était produite du jour au lendemain. Pendant quelques semaines d'exception, une partie des soignants avait repris la main sur les gestionnaires. L'aveuglement épistémique et la responsabilité morale de ces derniers apparaissaient désormais au grand jour. En croyant pouvoir empêcher les stocks et réguler les flux, en ayant détruit, entre mille autres choses, 100 000 lits en 20 ans, ils avaient eux-mêmes fabriqué les conditions structurelles pour une suite de vagues destructrices dont on ne pourrait sortir qu'en reconstruisant entièrement l'édifice sanitaire. Aux managers qui avaient dit pendant des années aux soignants « Voici le but à atteindre, la façon de l'atteindre vous incombe, vous en êtes responsable », obligeant le médecin à faire un tri en lui imputant le risque médical, voire juridique de le faire. Le même médecin pouvait désormais remettre les choses à l'endroit en lui retournant l'injonction « Voici le but à atteindre, et c'est à vous désormais que les moyens incombent ». 1 milliard pleuvait soudain, telle la manne dans le désert sur l'hôpital public. Mais le miracle serait de toute durée, et la douche du Ségur allait être très froide pour les soignants. Au même moment, Emmanuel Macron méditait sa véritable réponse avec ses conseillers, qui lui préconisaient dans une note confidentielle de vendre l'hôpital public à la découpe, en confiant son sort à 700 start-up, des grandes compagnies d'assurance et des grands groupes pharmaceutiques. Avec le renversement éphémère de l'ordre ancien, c'est tout un ensemble de métiers que l'on reconnaissait enfin comme indispensables à la vie et qui, un temps seulement, firent échec au roi. Sauf que dans le même temps, tous ceux qui n'étaient ni en réanimation ni en première ligne continuaient de subir la pression des managers, des cadres et des chefs décuplés par le régime d'exception. Il devint ainsi légal d'empêcher un malade du cancer en fin de vie de voir une dernière fois ses amis, d'isoler des patients en dépression ou des vieillards en EHPAD, de tout contact humain, de refuser à un mourant d'embrasser ses proches avant le trépas, d'obliger une parturiente à traverser les douleurs de l'accouchement en s'étouffant avec son masque, de renvoyer des enfants battus chez leurs parents maltraitants. Pour beaucoup de soignants, ce fut une nouvelle occasion d'obéir et de s'adapter en faisant preuve de résilience et d'agilité. Mais pour beaucoup d'autres, ce fut la trahison de trop, celle qui déclencha une vague sans précédent de dépressions et de démissions, désarmant un peu plus le système sanitaire pour la prochaine vague. La même entreprise de destruction se déploya dans le monde de l'éducation. Une armée de petits chefs imposa la continuité pédagogique, pensée par les ministères, et qui consistait à renvoyer, quoi qu'il en coûte,
tous les élèves et les étudiants dans leur foyer. Du côté des enseignants, on oscilla entre le dévouement, la résistance et l'abattement. Du côté des familles, entre l'adaptation et la dépression. Pour les foyers les plus résilients, ce fut là encore une occasion créative de s'adapter, en inventant une autre manière de vivre et en écoutant enfin le chant des oiseaux. Mais pour beaucoup d'autres, ce fut l'occasion de dégâts parfois irréversibles, détruisant des chemins fragiles de vie qui ne tenaient qu'à un fil, et emportant sur leur passage des individus ou des familles qui s'étaient imaginées plus résistants dans l'épreuve. Ce que presque tout le monde comprit alors, c'est que la vie sociale était le tissu vital sans lequel les individus et leurs foyers ne pouvaient se soutenir tout seuls bien longtemps. Le traumatisme que nous avons traversé à cette occasion, et qui aurait conduit un Français sur 10 à envisager sérieusement le suicide, ne fut nullement programmé par une stratégie. Mais il a été contemporain d'une série d'effets d'aubaine dont beaucoup de gouvernements ont su, au moins en un premier temps, habilement se saisir. En Algérie ou à Hong Kong, la crise sanitaire a permis d'accroître la répression politique contre les opposants. En France, elle a mis un brutal coup d'arrêt aux mouvements sociaux. Mais elle a aussi accéléré un programme politique théorisé de longue date, celui d'un virage ambulatoire universel, où chacun serait désormais renvoyé à son foyer. Dans le monde de la santé, on continua d'optimiser les flux et de réduire les stocks en accélérant la conversion à la e-santé. Dans les écoles, les collèges et les lycées, on expérimenta à grande échelle le programme du ministre Jean-Michel Blanquer, la transformation de tous les enseignants en professeurs du XXIe siècle sur les plateformes numériques. À l'université enfin, on se mit en ordre de marche pour déployer une stratégie numérique théorisée depuis les années 2000. De la maternelle à l'université, on consacra la conception néolibérale de l'éducation, vidée de tout contenu collectif, pour être réduite à une consommation de contenu et une capitalisation par les individus et leurs familles d'un portefeuille de compétences ou d'un capital formation, permettant à chacun de s'adapter à un environnement compétitif et incertain. Les excès de zèle les plus compliants à cette expérience grandeur nature se drapèrent dans les habits de l'esprit collectif. Les chroniqueurs félicitèrent les Français pour ce nouveau sens civique qu'ils prêtaient aux citoyens chinois et qui fit le nid d'innombrables délations. En pandémie, un nouvel ordre moral se mit à régner, dans lequel il était normal d'abandonner à leur sort les plus précaires au nom du respect des plus fragiles. Sous les habits du civisme, les foyers confinés étaient en réalité encouragés à se replier sur eux-mêmes pour se protéger, eux et leurs proches, tout en continuant à poursuivre sur Zoom la course compétitive entre agents égoïstes pour la conquête des meilleures places. De sorte qu'on puisse se demander si ce virus ne réalisait pas finalement le rêve ultime des néolibéraux. Chacun, confiné seul chez soi devant son écran, participant à la numérisation intégrale de la santé et de l'éducation, tandis que toute forme de vie sociale et d'agora démocratique était décrétée vecteur de contamination. S'il avait commencé par mettre à bas le discours néolibéral sur la mondialisation, le virus semblait lui permettre, avec le virage numérique, de retomber sur ses pieds. Mais l'effet d'aubaine fut de courte durée, car ce que tous redécouvrirent alors, de l'université de Yale au collège de Bordeaux en passant par les CHU et les grands lycées parisiens, c'est que l'éducation, comme la santé, impliquait non seulement un tissu de relations réelles et en présence, faites d'affectivités et d'interactions, mais qu'elles étaient aussi et surtout, chacune à leur manière, un ensemble d'actions sociales qui ne pouvaient se soutenir que collectivement. Si certains continuèrent de s'arc-bouter sur leurs vieux schémas, espérant imposer de force aux Amish la mutation de la 5G, la plupart firent dans leur chair l'expérience douloureuse d'un soin et d'un enseignement vidés de leur nature collective et dégradés par le capitalisme numérique au statut de produits consommables. Donnant à des générations entières d'élèves, d'étudiants, d'artistes, d'enseignants, de soignants, de patients et de citoyens déshydratés une soif inédite pour la reprise de la vie collective,
cette expérience leur fit prendre conscience de la nécessité vitale des institutions sociales par lesquelles une société se soigne, s'éduque, se cultive et participe collectivement au savoir, désactivant l'alliance morbide entre la compétition interindividuelle et son envers, les pulsions suicidaires de ceux qui échouent. À ce titre, cette première période fut pour les rapports entre science, éducation et démocratie une première victoire. À la sortie du confinement, nous voulions presque tous nous revoir et reprendre ensemble en chair et en os nos discussions collectives éclairées sur l'après, et en même temps que notre enquête sur les causes qui avaient détruit le monde d'avant. Si nous ne versions pas dans le fantasme d'un complot, et si nous n'étions pas certains qu'il y avait eu une stratégie, nous voulions néanmoins plus que jamais discuter de ce vieux programme qui nous avait été pendant des années imposé et dont nous venions de voir à nu, alors qu'il s'avançait sans résistance sous nos yeux, les immenses dégâts collatéraux. Beaucoup d'entre nous espèrent alors, ressentant cet élan politique nouveau, retrouver tous les autres à la sortie pour essayer d'imaginer ensemble autre chose.